Imaginez un instant la scène. Vous êtes un jeune professionnel, plein d'ambition, et vous venez de frapper à la porte du bureau de votre supérieur. Vous entrez, un dossier à la main, le front plissé par l'inquiétude. Et vous commencez à lui exposer un problème complexe qui vient de surgir dans votre département. Et là, ce patron, que vous admirez secrètement, lève les yeux de son écran, vous regarde droit dans les yeux et vous dit avec une clarté désarmante. Je ne te paie pas pour que tu viennes me rapporter des problèmes. Je te paie pour que tu m'apportes des solutions. Quand tu en auras trouvé une, la porte sera ouverte. Cette phrase, qui peut sembler brutale de prime abord, est en réalité un électrochoc, une véritable épiphanie professionnelle. C'est exactement l'expérience qu'a vécue David Coton, l'auteur dont nous allons décortiquer la pensée aujourd'hui. Cette anecdote fondatrice pose les jalons d'une vérité universelle dans le monde du travail, nous sommes tous, fondamentalement, des concepteurs de solutions. Mais le drame, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à concevoir ces solutions correctement. Nous sommes conditionnés, formatés par des années de scolarité et de routine d'entreprise, à sauter sur la première idée venue. À appliquer des pansements sur des hémorragies et à nous étonner ensuite que le patient continue de se vider de son sang. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Nous allons entreprendre un voyage au cœur de la résolution de problèmes en affaires, non pas comme une série de tâches administratives ennuyeuses, mais comme un art véritable, une danse intellectuelle qui requiert de la ruse, de la psychologie, du courage et, par-dessus tout, une volonté féroce de remettre en question le statu quo. Pour commencer ce voyage, il nous faut d'abord regarder la réalité en face et admettre que notre façon traditionnelle d'aborder les problèmes est souvent viciée à la racine. Albert Einstein aurait dit un jour que s'il avait 1 heure pour sauver le monde, il passerait 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver la solution. Et pourtant, que faisons-nous dans nos entreprises? Nous faisons exactement l'inverse. Dès qu'une difficulté apparaît, qu'il s'agisse d'une baisse des ventes, d'un taux de rotation du personnel trop élevé ou d'un lancement de produits raté, nous convoquons une réunion d'urgence. Nous enfermons des gens dans une salle étouffante et nous exigeons d'eux qu'ils fassent du remue-ménage, le fameux brainstorming. Jusqu'à ce qu'une idée magique apparaisse sur le tableau blanc. Mais si la question posée au départ est mauvaise, toutes les réponses, même les plus brillantes, seront inutiles. Prenons un exemple simple mais puissant. Si je vous demande de concevoir une meilleure chaise, votre cerveau va immédiatement se restreindre. Vous allez imaginer un objet avec 4 pieds, une assise et un dossier. Vous allez peut-être changer la couleur, ajouter un coussin plus moelleux ou modifier le matériau pour du bois de chêne au lieu du plastique. Mais vous resterez prisonnier du concept de la chaise. Maintenant, si je recadre le problème et que je vous demande de concevoir une meilleure façon de permettre à un être humain de se reposer, les barrières mentales s'effondrent. Soudainement, vous pourriez imaginer un hamac, un lit suspendu, un coussin d'air, ou une capsule de flottaison. En redéfinissant le problème, nous avons libéré la solution. C'est là que réside le premier grand secret de la résolution de problèmes, le recadrage. Avant même d'inviter qui que ce soit à réfléchir avec vous, vous devez torturer votre question initiale. Est-elle trop large? Est-elle trop étroite? Contient-elle des biais cachés? Par exemple, au lieu de demander « Comment recruter de meilleurs employés ?» Ce qui sonne comme une corvée administrative liée aux entretiens d'embauche, demandez-vous « Comment attirer les talents les plus brillants ?» Le mot « attirer » évoque le magnétisme, la séduction, le marketing de votre marque employeur. Immédiatement, le cerveau se met à générer des idées beaucoup plus excitantes. Il faut aussi apprendre à renverser les questions. C'est ce que l'on appelle l'ingénierie inverse ou le brainstorming inversé. Imaginez que votre service client soit catastrophique. Au lieu de demander à votre équipe épuisée comment l'améliorer, demandez-leur. Si nous voulions être absolument certains de détruire notre réputation et de faire fuir tous nos clients d'ici la fin du mois, que devrions-nous faire? Vous verrez alors les visages s'illuminer. L'être humain adore détruire, c'est un jeu d'enfant. Les membres de votre équipe vont proposer de mettre les clients en attente pendant des heures, d'engager des opérateurs impolis, de perdre les dossiers exprès, de mentir sur les délais. Une fois que vous avez rempli le tableau de ces horreurs, l'atmosphère de la salle est détendue, les gens rient. Et c'est à ce moment précis que vous retournez la situation. Vous prenez chaque idée destructrice et vous la transformez en son exact opposé pour construire votre nouvelle politique de service client. C'est brillant, car cela contourne la résistance naturelle au changement.
Mais la résistance au changement n'est pas le seul monstre qui rôde dans les couloirs de nos bureaux. Il y a aussi les dynamiques de pouvoir. Vous avez très certainement déjà participé à ces réunions où la personne la plus haut placée, ou celle qui a la voix la plus forte, monopolise l'attention. Les introvertis, les jeunes recrues ou ceux qui ont simplement besoin de plus de temps pour réfléchir se taisent. Leurs idées brillantes meurent en silence, étouffées par le poids de la hiérarchie. Pour contrer cela, il faut parfois imposer le silence. L'une des techniques les plus fascinantes pour cela est le brainwriting ou l'écriture cérébrale. Imaginez une salle où chaque participant reçoit une feuille de papier avec le problème inscrit en haut. Dans un silence monacal, chacun écrit une idée, puis passe la feuille à son voisin de droite. Le voisin lit l'idée, s'en inspire, en ajoute une nouvelle ou l'améliore, et passe à nouveau la feuille. Pendant 15 minutes, la seule chose que l'on entend est le frottement des stylos sur le papier. À la fin, vous récoltez une moisson d'idées d'une richesse incroyable, où l'idée du stagiaire timide a autant de poids que celle du directeur général. Personne n'a pu dominer le débat, et l'intelligence collective a pu s'exprimer dans sa forme la plus pure. Dans la même veine, pour les groupes immenses, il y a la méthode des Crawford Slip, du nom de son inventeur. On distribue des dizaines de petits bouts de papier. Et les gens écrivent frénétiquement leurs idées de manière anonyme avant de les jeter dans une boîte. C'est simple, c'est rapide, et cela garantit une honnêteté brutale, car le masque de l'anonymat libère la parole. Cela nous amène à un point crucial. Comment gérons-nous nos propres biais cognitifs lorsque nous tentons de résoudre un problème seul ou en petit comité? Nous avons tous tendance à nous accrocher aux premières solutions qui nous viennent à l'esprit, par paresse intellectuelle. C'est ici que la méthode Scampé entre en scène comme un véritable couteau suisse de la pensée créative. C'est un acronyme magique qui nous force à regarder un objet, un processus ou un service sous cet angle différent. Est-ce pour substituer? Que puis-je remplacer? C'est pour combiner? Puis-je fusionner deux éléments? A pour adapter? Comment l'ajuster à un nouveau contexte? M pour modifier ou magnifier? Que se passe-t-il si je rends cet élément énorme ou minuscule? P pour produire un autre usage, à quoi d'autre cela pourrait-il servir? E pour éliminer, que puis-je retirer pour épurer? Et enfin R pour réorganiser ou renverser. Pensez à l'évolution du téléphone. Au départ, c'était un appareil lourd, attaché à un mur par un fil, avec un cadran rotatif. En appliquant Scampé au fil des décennies, des ingénieurs ont éliminé le fil, substitué le cadran par des touches puis par un écran tactile. Combiner le téléphone avec un appareil photo et un lecteur de musique, et miniaturiser l'ensemble pour qu'il tienne dans une poche. En quelques minutes de réflexion structurée, Scampé peut vous faire des bons conceptuels géants. Cependant, la pensée logique est structurée à ses limites. Parfois, le problème est si opaque, si enchevêtré dans les habitudes de l'entreprise, qu'il faut faire appel à l'irrationnel, à la métaphore, à l'association libre. C'est une démarche qui peut effrayer les esprits les plus cartésiens, mais dont la puissance est redoutable. Imaginons que votre entreprise souffre d'une bureaucratie paralysante, de processus de validation interminables qui tuent toute initiative. Au lieu de faire un énième audit des procédures, demandez à votre équipe si notre entreprise était un jardin. À quoi ressemblerait ce problème de bureaucratie? Quelqu'un dira, ce sont des mauvaises herbes qui étouffent les belles fleurs. Parfait. Alors, comment se débarrasse-t-on des mauvaises herbes? On peut utiliser du désherbant, on peut les arracher à la racine, on peut retourner toute la terre. Maintenant, reprenons ces solutions métaphoriques et appliquons-les à la réalité. Le désherbant pourrait être une décision radicale de la direction supprimant d'un coup toutes les réunions du lundi matin. Arracher à la racine pourrait signifier identifier le manager précis qui bloque les dossiers par excès de zèle et le réaffecter. Retourner la terre pourrait consister à restructurer entièrement le département. En passant par le prisme d'une image familière et déconnectée du stress de l'entreprise. Nous avons contourné l'anxiété et trouvé des pistes d'action réelles. Allons encore un peu plus loin dans cette exploration de l'esprit. L'une des révélations les plus contre-intuitives dans l'art de résoudre les problèmes est que, parfois, la meilleure chose à faire est de ne rien faire du tout. Du moins, en apparence. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté, où le fait d'être occupé est glorifié. Mais la science de la créativité nous apprend l'importance vitale de l'incubation. C'est ce que la psychologue Blumaz Egarnik a mis en lumière avec l'effet qui porte son nom. Elle a remarqué que les serveurs de café se souvenaient parfaitement des commandes complexes tant que l'addition n'était pas payée.
Mais dès que les clients réglaient et partaient, l'information s'effaçait instantanément de leur mémoire. Notre cerveau retient et travaille continuellement, en arrière-plan, sur les tâches inachevées. Pensez à Léonard de Vinci, qui a mis des années, voire des décennies, à peindre la Joconde. Il laissait la toile de côté, allait étudier l'optique, l'anatomie, la lumière, puis revenait y ajouter une touche de génie. Si vous êtes face à un problème insoluble, écrivez-le clairement sur une feuille de papier. Lisez-le plusieurs fois pour bien l'imprégner dans votre esprit, puis rangez la feuille et allez faire autre chose. Allez marcher, travaillez sur un autre projet, dormez. Votre subconscient, qui est une machine de traitement de données infiniment plus puissante que votre esprit conscient, va passer en revue vos souvenirs, vos expériences passées, et chercher des connexions. Et soudainement, sous la douche ou en conduisant, l'illumination, le fameux moment « Eureka » vous frappera. La procrastination, lorsqu'elle est stratégique et délibérée, n'est pas un défaut, c'est un outil de génie. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez enfin trouvé ce que vous pensez être la bonne idée? Le danger, à ce stade, est de tomber amoureux de sa propre solution et de devenir aveugle à ses défauts. L'ego s'en mêle. Si quelqu'un critique notre idée, nous le prenons comme une attaque personnelle. Pour éviter ce piège mortel, il existe une technique d'une efficacité redoutable, empruntée aux méthodes agiles et appelée la dissidence rituelle. Le concept est digne d'une performance théâtrale. Vous, le porteur de l'idée, présentez votre solution à un petit groupe pendant quelques minutes. Ensuite, vous prenez votre chaise, vous vous retournez physiquement pour tourner le dos au groupe. Pendant les 15 minutes qui suivent, le groupe va démolir votre idée. Ils vont l'attaquer, chercher les failles, pointer les incohérences, et proposer des alternatives. Et vous, de votre côté, vous avez l'interdiction absolue de parler, de vous justifier ou de vous défendre. Vous ne pouvez que prendre des notes. Le fait de tourner le dos retire le contact visuel, ce qui désamorce l'agressivité personnelle et empêche le groupe de lire votre détresse ou votre colère sur votre visage. Cela leur permet d'être honnêtes. Pour vous, c'est un exercice d'humilité extrême. Mais c'est surtout une occasion en or d'entendre les objections avant que l'idée ne soit lancée sur le marché. Une fois le temps écoulé, vous reprenez votre idée, enrichie de ces critiques, et vous l'améliorez. C'est douloureux, mais c'est le prix de l'excellence. Dans un registre similaire, mais à plus grande échelle, comment faire émerger l'intelligence d'une foule entière? Comment gérer un problème qui implique 50, 100 ou même 1000 personnes? C'est là que des chorégraphies sociales comme le World Café ou le Forum ouvert prennent tout leur sens. Imaginez une grande salle transformée en un café chaleureux, avec de petites tables rondes, des nappes en papier sur lesquelles on peut dessiner. Et des tasses de café fumant. Les gens discutent d'une question cruciale pendant 20 minutes. Puis, au son d'une cloche, tout le monde se lève et se disperse vers d'autres tables. À l'exception d'un hôte qui reste pour accueillir les nouveaux arrivants et leur résumer ce qui vient d'être dit. Les idées voyagent, se croisent, se fertilisent mutuellement comme du pollen porté par le vent. C'est une cacophonie d'opinions structurées, où les silos départementaux explosent. Le comptable se retrouve à discuter avec le créatif du marketing, le technicien de maintenance échange avec le directeur des ventes. Ce qui émerge de ces sessions n'est pas seulement une liste de solutions, c'est un consensus profond. Un alignement des esprits qui sera crucial lorsque viendra le moment de mettre en œuvre les décisions. Parce que oui, trouver la solution n'est que la moitié de la bataille. L'autre moitié, souvent la plus sanglante, c'est l'implémentation. C'est le moment où l'idée brillante se heurte à la réalité boueuse de l'organisation humaine. C'est le royaume de la gestion du changement. Et ici, il faut tordre le cou à un mythe persistant. Pendant des années, des consultants grassement payés ont utilisé la fameuse courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross pour expliquer comment les employés réagissent au changement. Ils vous diront que face à un nouveau logiciel ou à une réorganisation, vos équipes passeront par le déni, la colère, le marchandage, la dépression. Et enfin l'acceptation. C'est une vision dramatique et souvent erronée. À moins que le changement n'implique des licenciements massifs et ne menace directement la survie des gens. La réaction la plus courante n'est pas la dépression. C'est l'apathie. C'est le haussement d'épaule. C'est le soupir las de l'employé qui se dit « Encore une nouvelle lubie de la direction, ça passera comme le reste ». Face à cette apathie, comment agir? Il faut d'abord cartographier les réactions. Dans votre entreprise, face à votre solution,
vous aurez différentes tribus. Vous aurez les accepteurs actifs, ceux qui sont enthousiastes, parfois parce qu'ils croient vraiment à l'idée. Parfois par pure flagornerie envers la direction. Peu importe, utilisez leur énergie pour créer un élan. Ensuite, vous aurez les opposants actifs. Eux, ils font du bruit, ils critiquent ouvertement. Ne les fuyez pas, ce sont vos meilleurs alliés cachés. S'ils s'opposent, c'est souvent parce qu'ils connaissent le terrain mieux que vous et qu'ils voient des failles réelles dans votre plan. Intégrez-les au processus, écoutez-les, et s'ils finissent par valider votre solution, ils deviendront vos défenseurs les plus féroces. Mais méfiez-vous des opposants passifs. Ce sont ceux qui sourient en réunion, qui hochent la tête, et qui, une fois retournés à leur bureau, sabotent le projet en silence ou traînent les pieds indéfiniment. Pour les débusquer et les convaincre, il faut comprendre leur motivation profonde. Est-ce la peur de perdre en influence? La peur de ne pas maîtriser les nouveaux outils? Pour naviguer dans ce champ de mine politique, des outils visuels comme la cartographie 3D des parties prenantes sont inestimables. Ce n'est pas un simple tableau sur un écran. Vous tracez une grille géante sur le sol de la salle de réunion avec du ruban adhésif. Vous demandez aux membres de votre équipe de se lever et de se positionner physiquement sur cette grille pour représenter les différents acteurs de l'entreprise, en fonction de leur pouvoir d'influence et de leur niveau de soutien au projet. S'ils représentent un acteur puissant, ils se tiennent debout. S'ils représentent un acteur faible, ils s'assoient. Soudainement, la politique de l'entreprise devient visible, tangible. Vous voyez physiquement la distance qui sépare votre projet du directeur financier dont vous avez besoin. Vous voyez les alliances se dessiner. Et à partir de là, vous pouvez planifier une stratégie d'influence. Qui doit parler à qui? Quels arguments utiliser? Faut-il faire appel à la logique froide des chiffres, ce que l'on appelle l'approche, tête et poussée? Ou faut-il susciter l'enthousiasme et l'émotion, l'approche, cœur et attraction? Chaque partie prenante nécessite un discours sur mesure. Il est également vital de comprendre que toute solution dans une entreprise complexe crée ce que l'on appelle l'effet de ricochet. Ou la pensée systémique. Une entreprise est comme une immense toile d'araignée. Si vous tirez sur un fil à un bout, toute la toile vibre, et parfois, elle se déchire à l'autre extrémité. Vous résolvez un problème de lenteur dans l'entrepôt en embauchant plus de préparateurs de commandes, mais soudainement, le service des ressources humaines est débordé, et la flotte de camions n'est plus suffisante pour écouler le volume, créant un goulot d'étranglement encore pire sur les quais de chargement. Pour anticiper cela, il faut réunir des représentants de chaque département avant le déploiement. Vous leur présentez la solution et vous leur demandez de réfléchir, en silence pendant 5 minutes, à toutes les conséquences catastrophiques que cela pourrait avoir sur leur propre service. En recueillant ces craintes avant d'agir, vous pouvez ajuster le tir, modifier le plan, et surtout, vous prouvez aux autres départements que vous respectez leur travail. Vous désamorcez les conflits avant même qu'ils n'éclatent. Enfin, pour que la solution s'ancre dans le réel, il faut la confronter à l'épreuve du temps et de l'action. C'est le rôle fondamental du cycle de demain, le fameux planifier, faire, étudier, agir. Une solution n'est jamais parfaite du premier coup. Elle doit être testée à petite échelle. On planifie le test, on l'exécute, on étudie les résultats avec la rigueur d'un scientifique, puis on agit pour corriger les écarts. C'est une boucle d'amélioration continue qui demande de la patience et de la persévérance. C'est aussi à ce moment qu'il faut utiliser l'outil des 5 pourquoi de Toyota. Face au moindre grain de sable dans le nouveau rouage, on ne s'arrête pas aux symptômes. On demande pourquoi la machine s'est arrêtée. Parce qu'un fusible a sauté. Pourquoi a-t-il sauté? Parce que le moteur a surchauffé. Pourquoi a-t-il surchauffé? Parce qu'il manquait de lubrifiant. Pourquoi manquait-il de lubrifiant? Parce que la pompe était défectueuse. Pourquoi la pompe était-elle défectueuse? Parce que nous avons changé de fournisseur pour réduire les coûts. Et voilà, nous sommes passés d'un simple problème technique à un problème de stratégie d'achat. C'est cela, la véritable résolution de problèmes, avoir le courage de creuser jusqu'à la racine. En fin de compte, ce que ce livre nous enseigne, c'est que la résolution de problèmes en entreprise n'est pas une question de génie individuel isolé dans une tour d'ivoire. C'est une discipline collective, un mélange d'empathie, de structure, de créativité débridée et d'analyse impitoyable. C'est savoir quand imposer le silence pour laisser parler les introvertis,
et quand ouvrir les vannes de la discussion pour créer l'émulation. C'est accepter que le chemin vers la bonne idée est pavé d'idées absurdes, de métaphores étranges et de critiques constructives. C'est comprendre que la mise en œuvre d'une idée demande autant, sinon plus, de psychologie que sa conception. En maîtrisant ces outils, en jonglant avec le recadrage, le scampé, la dissidence rituelle et la cartographie des parties prenantes. Vous ne serez plus jamais celui qui vient simplement rapporter un problème à son patron. Vous deviendrez l'architecte incontournable du changement, celui qui transforme le chaos en opportunité. Et l'incertitude en action claire et décisive. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces concepts fascinants. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous serez face à un mur au bureau, ne cherchez pas immédiatement le marteau pour le casser. Demandez-vous d'abord si ce mur doit vraiment être là, s'il ne pourrait pas être transformé en pont, ou si, tout simplement, vous ne pourriez pas concevoir une porte. À très bientôt pour une nouvelle exploration des idées qui transforment notre façon de travailler.